Madame la Présidente, chère Marie-Christine, je vous remercie. Je vais effectivement vous parler de l'hôpital de proximité. Alors, vous verrez qu'il y a un lien avec l'intercommunalité. En revanche, je vous le confirme, avec la métropole, il n'y en a pas. L'hôpital dont je vais vous parler, c'est un hôpital qui marche avec l'intercommunalité la première, la plus classique, limite la plus rurale, c'est-à-dire celle où on va faire une mutualisation, en l'occurrence une des premières mutualisations sanitaires. Elle passe par l'hôpital de proximité et c'est ce dont je vais vous parler. Pour ce faire, je voudrais commencer par une citation du professeur Didier Truchet qui nous explique que l'hôpital de proximité est à la santé ce que la pédagogie, on pourrait dire aussi la démocratie, on pourrait dire aussi la confraternité, est à l'université un idéal, parfois un label, un mythe, et puis pas forcément toujours une réalité. Alors ce label dont je vais parler, ça a d'abord été un label performatif. On a parlé d'hôpital de proximité sans qu'il y ait une catégorie hôpital de proximité. Et puis par la suite, c'est devenu quelque chose d'un peu plus important. Aujourd'hui, il y a à peu près 280 hôpitaux de proximité en France. Mais je voudrais insister sur un premier point qui est important à mes yeux, c'est l'usage même de l'adjectif ou du substantif, selon l'expression qu'on va employer, proximité. Quand on parle de quelque chose de proximité, c'est souvent que c'est l'État qui revendique la proximité. On parle ainsi d'une justice de proximité, justice, service public national. On va l'appeler de proximité pour montrer qu'on est proche du citoyen. On va parler d'une police de proximité. On parle d'un hôpital de proximité. Tout ceci s'inscrit dans un mouvement qui est un mouvement d'étatisation et de nationalisation d'un service, en l'occurrence le service public hospitalier. Quand on est directement en proximité, on s'appelle local, on s'appelle rural, et on n'a pas forcément besoin de dire qu'on est en proximité. Quand on est une intercommunalité, par définition, on est en proximité. Quand on a besoin d'ajouter l'expression de proximité, ben souvent c'est performatif et c'est pour dire qu'on n'est pas de proximité mais qu'on a envie de l'utiliser. Le service public hospitalier est un service public qui aujourd'hui revient, notamment via l'ARS, mais pas uniquement via l'ARS, à être un service public national et conséquemment, on a un service public national qui va essayer d'aller vers la proximité parce qu'il sent qu'il n'est pas toujours dans la proximité. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les hôpitaux de proximité étaient autrefois les hôpitaux ruraux et les hôpitaux locaux. Et avant d'être des hôpitaux ruraux et des hôpitaux locaux, ils ont même eu une autre catégorie, et ce sont ces catégories que je vais d'abord étudier dans un premier temps, pour étudier ensuite la catégorie actuelle dans un deuxième temps. Premier temps, donc, l'hôpital de proximité avant l'hôpital de proximité, c'est-à-dire avant la catégorie qui existe depuis 2015. Ce premier hôpital de proximité, il est très exactement la traduction d'une vocation qui est intercommunale. Et cette vocation intercommunale, elle vient nous rappeler qu'avant 1851, eh bien, lorsque l'on avait un accueil qui se réalisait dans un hôpital ou dans un hospice, on pouvait autant parler d'hôpital ou d'hospice parce que finalement l'accueil, essentiellement réalisé par la commune, et donc très peu étatisé à l'époque, cet accueil était avant tout la traduction de la vertu théologale de l'hospitalité, de la charité, et non du soin. C'est-à-dire que même dans un hôpital, la première des missions, c'était l'accueil. Et on employait le mot hôpital ou hospice, finalement, pour dire à peu près la même chose. On a eu néanmoins par la suite un certain nombre donc, de cumuls, c'est-à-dire d'établissements qui, sous la tutelle communale, faisaient en même temps de l'hôpital, en même temps de l'hospice, et puis on a eu un certain nombre d'établissements qui se sont spécialisés, et quand ils se spécialisaient, généralement, c'était une spécialité médicale. Autour de 1851, il y a une loi qui est très importante, c'est la loi du 7 août 1851, mais je voudrais aussi attirer votre attention sur une circulaire qui est du 31 janvier 1840. Alors j'ai marqué ordonnance, mais je crois que c'est une circulaire, donc je vérifierai et je vous dirai si c'est une circulaire ou une ordonnance, mais je crois que c'est une circulaire. L'intérêt de cette circulaire du 31 janvier 1840, c'est précisément que c'est la première, sauf erreur,
à venir distinguer le terme hôpital du terme hospice. La loi du 7 août 1851 nous dit il y a l'hôpital qui va être un établissement public communal, il y a l'hospice qui va être un établissement public communal ou intercommunal, mais on ne définit pas ce qu'est un hôpital ou un hospice. En revanche, la circulaire de 1840 nous dit en gros, l'hospice c'est l'accueil, et essentiellement l'accueil des vieux, mais surtout des indigents, alors que l'hôpital, c'est au-delà de l'accueil, c'est le soin. Et ça n'est qu'à partir de cette époque qu'on va commencer à distinguer, mais on a dans un certain nombre de communes et de regroupements de communes, de communes mutualisées, des établissements qui font en même temps l'hôpital et en même temps l'hospice. C'est-à-dire que la loi veut très bien séparer les choses, mais autour de 1851, on se rend compte qu'il y a des établissements qui sont en même temps hôpital et en même temps hospice, et c'est ce qu'on appelle à l'époque des hôpitaux hospices. Mais la catégorie hôpital-hospice n'existe pas. C'est une réalité. L'hôpital-hospice existe, mais il n'y a pas une catégorie juridique avec un droit particulier propre à l'hôpital-hospice. Et je vous confirme que c'est une circulaire et pas une ordonnance, puisque c'est marqué sur mon texte. En même temps, ça pourrait être marqué sur mon texte sans que ce soit vrai. Je pourrais dire n'importe quoi. Mais il s'avère que là, je me souviens l'avoir vérifié. Alors, c'est ce côté hôpital-hospice, à cette époque, c'est essentiellement un label intercommunal. C'est-à-dire quelque chose que les communes et les intercommunalités, à l'époque les syndicats de communes, vont revendiquer comme étant propre à l'intercommunalité sanitaire. Et on a ainsi un certain nombre de très grands hôpitaux hospices. Mais on va se rendre compte que dans ces très grands hôpitaux hospices qui sont connus, je pense aux hospices de Beaune en particulier, ce qu'on connaît de plus de l'hôpital hospice, en fait, c'est déjà l'hospice. C'est-à-dire un hospice un peu plus. Alors, des hospices de Beaune, on connaît même mieux que l'hospice. Hein. On connaît ce qu'on aurait pu nous servir ce midi, mais qu'on nous servira sûrement demain. Et vous avez ici, par exemple, l'hôpital hospice d'Argentan, l'hôpital hospice de Beaune, bon, etc. Il n'empêche que ces établissements, très rapidement, ils font essentiellement de l'accueil, beaucoup plus que du soin. Ils font de l'accueil plus, ils font de ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'EHPAD plus. Hein. Ils sont un peu médicalisés, mais ce n'est quand même pas leur premier élément. Ce qui fait que l'on a avant tout, finalement, des hospices hôpitaux. Mais comme dire hôpital, c'est beaucoup plus valorisé que de dire hospice, eh bien tous ces hospices hôpitaux, on les appelle hôpital-hospice. Alors celui que j'avais pris, c'est celui qui est le plus proche de chez moi, c'est celui de Lombès, dans le Gers. Donc le voici. Alors lui, il est intéressant parce qu'il fait en même temps hôpital, il fait en même temps hospice, et il fait hôpital-hospice mixte, puisqu'il a même été spécialisé pendant la guerre pour faire l'accueil des soins des militaires. L'idée de l'hôpital-hospice, elle se déplace dans toute la France et dans toutes les colonies à l'époque. Ici, par exemple, on est en Algérie, et vous avez un hôpital-hospice qui est construit sur le modèle français, c'est celui de Marengo, donc à Adjout, aujourd'hui en Algérie. Arrive ensuite, après la charte de 1850, deuxième grand texte, la charte hospitalière de 1941, le docteur Huard, que vous voyez ici, très jolie moustache, le préféré du maréchal, et qui va mettre en avant la catégorie qu'on connaît, centres hospitaliers, hôpitaux et centres hospitaliers régionaux, et l'hôpital-hospice n'est pas encore véritablement, même si on emploie cette expression, n'est toujours pas véritablement une catégorie. Et si vous regardez d'ailleurs bien les textes de 41 et le décret du 17 avril 43, ben vous allez vous rendre compte que les rédacteurs de ces textes, sous l'État français, parlent autant de l'hôpital que de l'hospice. Et on a même presque un retour en arrière, parce qu'on va utiliser quasiment les deux termes de manière équivalente. Il faudra ensuite attendre la 4e et la 5e République pour retrouver une véritable catégorie juridique de l'hôpital-hospice. Et cet hôpital-hospice, il va véritablement traduire cette volonté d'un label intercommunal. On le retrouve par exemple ici, avec une vocation qui est affichée comme étant une vocation rurale de manière très nette. Et les textes qu'on trouve dans le début des années 50, 56, 58, eh bien, vont insister sur le fait que, dans l'absolu, n'importe quel hôpital peut
en plus de son activité d'hôpital, prendre une activité d'accueil et devenir conséquemment un hôpital-hospice. Et puis, en 1958, on va créer au sein de ces catégories une nouvelle catégorie, la catégorie qui est amenée par l'ordonnance du 11 décembre 1958, et cette fois c'est sûr, c'est une ordonnance, l'hôpital rural. L'hôpital rural, c'est une vraie catégorie juridique nouvelle. Et cette véritable catégorie juridique nouvelle, elle s'inspire de quoi? Elle s'inspire de la réalité hôpital-hospice. Cet hôpital rural, c'est donc une quatrième catégorie, en plus de ce que l'on a déjà prévu depuis le début, centres hospitaliers régionaux, centres hospitaliers et hôpitaux. Et très clairement, ces hôpitaux ruraux, ils ont une vocation qui est très clairement mise en avant par celles et ceux qui font les textes. Elle est de fournir un maillage territorial et de permettre une hospitalisation des soins médicaux dans les endroits où, a priori, il n'y en a pas et où il devrait y en avoir au moins à un premier degré. Donc il y a véritablement cette volonté dans l'hôpital rural, et l'adjectif qui est employé n'est évidemment pas choisi au hasard, non pas d'aller dans tous les lieux de la métropole, entendu France métropolitaine, mais d'aller uniquement dans les zones les plus rurales pour fournir de la médicalisation là où, a priori, il n'y en a pas nécessairement. Mais comme on ne connaît pas l'activité possible de ce nouvel hôpital rural, eh bien on le met à côté d'un hospice, comme ça on est sûr qu'il y aura de l'activité pour les deux utilités et les deux services. Dès cette époque-là, mais on l'avait aussi avec l'hôpital hospice, on a un personnel très particulier. Parce qu'on se rend compte que les personnels qui commencent à être des personnels de fonction publique hospitalière ne viennent pas dans les hôpitaux hospices. Parce que ce sont des endroits qui ont du mal à recruter de manière pérenne, précisément parce qu'on ne sait pas quelle activité on va avoir. Elle est fluctuante. Et comme elle est fluctuante, eh bien, on ne va pas mettre en place les concours classiques de fonction publique, on va faire appel à l'existant, et l'existant, c'est la médecine générale. Donc on va faire appel aux médecins généralistes du territoire, et c'est eux finalement qui, comme dans une clinique ouverte, autrefois, jusque dans les années 80, vont venir avec leurs patients, mais dans un cadre hospitalier, et en même temps dans un cadre hospice. On va alors passer à une période dans les années 60-70 où cet hôpital rural, on va le qualifier dans les années 70 d'hôpital local, enfin concrètement c'est toujours la même chose, et cet hôpital rural qui devient local avec le décret du 6 décembre 72, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que tout ceci se passe au même moment où on mise tout, non pas sur le local, non pas sur la proximité, mais au contraire sur les très grands centres, la technicité, la grande ville. Et donc tout va être mis sur ces géants médicaux. Et de fait, les hôpitaux de cette époque-là vont être complètement assommés par le gigantisme et la standardisation de ces grands hôpitaux, de ces grands centres techniques qu'on met en avant. On va alors croire que l'hôpital local va mourir, et il y a un élément qui va être amené à le faire mourir, c'est la manière dont on va financer l'hospitalisation. En passant de l'hospitalité aux soins standardisés, on se rend compte que la plupart des hôpitaux locaux, ça devient des EHPAD un peu plus, c'est-à-dire des EHPAD un peu médicalisés, mais sans plus. Et d'ailleurs, si vous allez encore aujourd'hui regarder sur certains sites internet de centres hospitaliers, je vous parlais tout à l'heure du centre hospitalier intercommunal de Lombez, eh bien cet hôpital qui aujourd'hui est un hôpital de proximité, il est encore inscrit comme étant hôpital local, alors que ça fait quand même longtemps maintenant que l'expression hôpital local n'existe plus, mais on est vraiment dans cette continuité-là. Alors, à la demande de l'un d'entre vous, m'avait demandé de placer cette image qui était censée être amusante sur Jean-Pierre Meunier, et on a échangé nos dentiers dans l'EHPAD+, mais je ne suis pas sûr au moment où je le mets qu'il fallait vraiment le faire. Je vous disais que l'un des éléments qui avait conduit à la mort de tout cela, c'est la manière dont on a facturé et dont on a financé tout cela. Et la manière dont on l'a financé, c'est la T2A. Ce sera une partie de ma conclusion, donc j'y reviendrai tout à l'heure.
À la fin de notre hôpital local, on a cru que l'hôpital local allait mourir parce que les EHPAD allaient remplacer les hôpitaux locaux. Et puis arrive, dans un deuxième temps, un texte important, un texte de 2015, qui va initier une nouvelle catégorie, sans être une catégorie juridique. C'est là où c'est intéressant, parce que là encore, c'est un label, ça n'est pas une catégorie juridique. Et ce label, c'est le label hôpital de proximité. Et cet hôpital de proximité, il nous dit très clairement que sa volonté, c'est ce qui est dit en 2015, mais encore pendant la crise, pendant le Covid 2019-2021, l'objectif du nouvel hôpital de proximité qui prend la suite de tout cela, c'est de mettre en avant une gradation des soins et de faire de l'hôpital de proximité, en gros, le premier niveau de la gradation des soins sur la totalité du territoire. Au moment du Ségur, il y a quelques mois, on rappelle que l'un des piliers les plus importants du Ségur, c'est fédérer les acteurs de la santé dans les territoires. Et pour fédérer les acteurs de la santé dans les territoires, que mettons en avant comme étant la première entrée? Eh bien, c'est l'hôpital de proximité dans les territoires où, a priori, il n'y a pas grand-chose. L'objectif, c'est d'arriver rapidement à 600 hôpitaux de proximité. On est un petit peu inférieur à 300, mais il y a beaucoup de campagnes d'ARS pour les labellisations. Il y en a plusieurs même par année selon les ARS actuellement. L'objectif, vous ai-je dit, c'est ce que rappelle l'article L 6111-3-1 du Code de la santé publique. C'est véritablement de mettre en place une responsabilité territoriale partagée en matière de santé et de faire de cet hôpital de proximité véritablement le pivot en utilisant spécialement en milieu rural l'intercommunalité. Pivot de la carte sanitaire qui implique un certain nombre d'obligations et notamment de conventionnement de la part des hôpitaux de proximité. Alors je rappelle, si vous ne le savez pas, qu'un hôpital de proximité peut même être un établissement privé, peut même être un établissement public, ça on s'y attendait, mais donc même privé, mais aussi pourquoi pas un site, c'est-à-dire non pas la totalité de l'hôpital, mais simplement un site à l'intérieur d'un hôpital qui serait plus grand. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir évidemment la place de la médecine libérale et la place des professionnels libéraux à l'intérieur de ces hôpitaux. Là encore, on reprend ce qui avait marché autrefois en mettant en avant la médecine libérale et en permettant aux acteurs qui sont des généralistes de mettre en avant dans cet hôpital de proximité ce qu'on pourrait appeler une médecine uniquement générale et non justement technique, comme on pourrait l'avoir dans des hôpitaux plus spécialisés ou dans des centres hospitaliers. Ce qui me semble alors intéressant, c'est de voir que l'obtention du label hôpital de proximité se fait par une labellisation faite et mise en œuvre par l'État via l'ARS. Et là encore, on retrouve cette idée avec laquelle j'ai commencé, qui consiste à dire que si l'on accepte de dire que l'hôpital est un service public national, alors nécessairement l'hôpital de proximité implique de la part de l'État une continuité d'accès aux soins et aux soins hospitalisés sur la totalité du territoire. Et effectivement, reprendre les anciens hôpitaux hospices locaux, ruraux, pour en faire des hôpitaux de proximité comme étant la première étape de ce grand nouveau territoire de santé, c'est effectivement vraisemblablement une bonne chose. Néanmoins, on le sait, ce qui est compliqué aujourd'hui et ce qui a été quasiment la mort de l'hôpital local autrefois, ça a été le financement. Et en l'occurrence, la T2A. Alors, pour ceux qui sont des adeptes du combi Volkswagen, le combi Volkswagen, son nom, c'est T2A. Donc voilà, maintenant vous le savez. Je ne trouvais pas d'autres illustrations pour la T2A, donc j'ai voulu mettre ce combi Volkswagen, qui s'appelle donc un T2A. La T2A, l'hôpital de proximité, va réussir à fonctionner précisément parce qu'il va demander à y échapper. En disant, ben moi je ne fonctionne pas à l'activité comme les autres dans mon activité hospitalière et médicale, et conséquemment il faut avoir un financement autre. Donc vous avez un plancher, une dotation plancher de 75 000 €, et il y a un certain nombre d'autres aménagements. J'insiste en conclusion sur ce point. Donc sur le temps, je serai bien, hein, on est d'accord, Madame la Présidente. L'affirmation du label de service public est une affirmation qui met en avant, si elle marche, l'idée d'un service public qui se veut jouer sur un terrain local,
mais qui met en avant une politique qui est une politique de péréquation nationale. Il y a une aide aux hôpitaux de proximité parce que ces hôpitaux de proximité jouent de manière générale pour le service public au niveau national. C'est en tout cas ce que je crois, c'est la mise en avant des lois de Roland. Et je veux toujours terminer en citant deux Louis. Donc là, j'ai choisi Louis Roland pour commencer. Louis Roland parce que c'est Louis Roland qui, dans ses fameuses lois, nous apprend qu'il faut précisément mettre en avant la continuité du service public. Je crois qu'il n'y a de continuité, et notamment de continuité territoriale du service public, que s'il y a, par exemple, les hôpitaux de proximité. Et ces hôpitaux de proximité, ils doivent être, ils le sont un peu, mais je crois qu'ils le doivent l'être encore davantage, marqués par une souplesse. Un hôpital de proximité ne peut pas marcher sur un modèle qui serait un modèle unique. Donc il doit y avoir une adaptabilité, ça commence un peu, peut-être que ça pourrait même aller encore plus loin. Et puis il y a un deuxième Louis dont je voulais vous parler, c'était Louis Delors de Masbou, c'est un architecte, celui qui a fait la photographie, le lieu le plus photographié de la merveilleuse ville qui est Toulouse, c'est-à-dire l'hôpital de la Grave. Et à l'hôpital de la Grave, on avait un hôpital qui avait plein de bâtiments différents, et dans chacun de ces bâtiments différents, il y avait une destination différente. C'est-à-dire que même dans les très grands hôpitaux autrefois, même dans ce que sont aujourd'hui des métropoles, il y avait aussi, outre les centres hospitaliers très médicalisés, eh bien des endroits qui correspondaient à ce qu'on appelait autrefois des hôpitaux hospices. C'est peut-être ça la piste à prendre pour l'avenir. Certes, mettre en place les hôpitaux de proximité à un niveau territorial rural, mais aussi dans les quartiers des métropoles. Merci à vous.